Bonjour à tous, Alexis Dufumier, je suis journaliste pour la France Agricole et donc j'anime aujourd'hui cette table ronde qui concerne donc le bien-être animal, bien-être des éleveurs dans les bâtiments pour bovins. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se projeter sur 30 ans, construire 30 ans de bien-être et surtout du bien-être à partager? Ça va mieux comme ça? Oui. Donc, je vais approcher plus ma voix du micro. Donc, comment construire 30 ans de bien-être à partager aujourd'hui en élevage bovin? En gros, c'est un petit peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, pourquoi on se la pose aujourd'hui, cette question? Vous êtes certainement éleveur, conseiller, équipementier, constructeur. Donc, la question du bien-être, c'est une question que vous vous posez tous les jours. C'est même plus une question tellement c'est souvent ancré dans votre travail au quotidien. On va décider de l'aborder aujourd'hui aussi au regard des nouvelles attentes. On ne pourra pas y échapper, de certaines attentes qui émergent de la société. Et pourquoi spécifiquement sur les bâtiments? Parce qu'en fait, le bâtiment, c'est bien un lieu où tout se rencontre. L'éleveur, l'animal, et puis si on élargit un petit peu l'environnement aussi, puisqu'il y a le système fourrager qui vient s'inscrire dans le bâtiment d'élevage. Donc pour tenter de répondre un petit peu à ces questions, comment construire 30 ans de bien-être pour demain, nous avons invité donc Jacques Charlery du GIE Élevage de Bretagne, Philippe Lecarluer, donc, qui est technicien en bâtiment dans le bureau d'études Triskalia, bureau d'études spécialisé bâtiment. L'éleveur Nicolas Fleury, qui a créé un bâtiment assez innovant en 2017. Et puis son conseiller bâtiment, Guillaume Caillé. Voilà, je vais laisser à tous le soin de se présenter, peut-être en commençant par Jacques Charlery. On nous a demandé de nous mettre debout, alors. Voilà. Donc Jacques Charlery, je suis au GIE Élevage de Bretagne, l'animateur du comité régional bâtiment. En Bretagne, on a un réseau de 45 conseillers bâtiments et une cinquantaine d'entreprises terrassiers, maçons et charpentiers réunis au sein d'un réseau qui nous permet de former et de maintenir en compétence ces intervenants-là dans les élevages. Et donc, au niveau du GIE élevage, on produit des références, des méthodes, des outils pour les techniciens, pour les constructeurs, et on les fait adhérer à un cahier des charges. Voilà, mon travail, c'est d'animer tout ça. À toi, Philippe. Bonjour à tous. Donc Philippe Lecarluer, technicien bâtiment chez Triskalia. Donc nous, on a aussi un service bâtiment qui permet de couvrir toute la Bretagne. Moi, je suis basé personnellement à Quimper, donc je fais la zone sud Finistère et puis une partie de Côte d'Armor et une partie Morbihan. J'adhère donc au groupe Charte Qualité Bâtiment donc du GIE. J'interviens donc surtout en amont des projets pour tout ce qui est conception de bâtiments, devis, appel d'offres possible, et ensuite la partie technique permis de construire. Et la partie technique, surtout suivi de chantier travail avec les éleveurs sur tout ce qui est conception de bâtiments, intérieur, bien-être animal, comme on va parler aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc Guillaume Caillé, conseiller bâtiment, Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc nous on est une équipe de 15 conseillers bâtiment avec des dessinateurs sur les régions Pays de la Loire. Ensuite on intervient sur les conseils bâtiments bovins et autres productions. Et dans nos conseils on intègre on essaye de trouver le compromis, comme tous les conseillers bâtiments, entre la partie technique et économique avec les souhaits des éleveurs. Voilà. Nicolas Fleury, en GAEC sur Saint-Étienne-de-Mer-Morte. On est 4 associés, 227 hectares. On produit 1 800 000 litres de lait. On a un bâtiment de 1500 mètres carrés de volailles et on élève tous nos taurillons issus de l'élevage laitier. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail votre bâtiment, déjà dans les grandes lignes?
pour qu'on rentre tous dans le vif du sujet, bâtiment d'élevage. Donc du coup, on était en bâtiment logette style cabane à vache, qui avait été fait dans les années 80 par mes parents et ses frères, enfin mon père et ses frères. Et nous, en arrivant dans le GAEC, une équipe de jeunes, il fallait recréer un bâtiment pour les vaches laitières. Donc à la suite d'une vidéo vue sur internet, on a été visiter un élevage sur air paillé avec le système d'une barrière poussante, qui nous a séduits parce qu'à l'origine on était plus parti pour faire un bâtiment logette. Et donc suite à ça, on a travaillé le bâtiment, on a visité plusieurs sortes de bâtiments et nous sommes aboutis au projet du bâtiment sur litière malaxé à base de miscanthus. Donc aujourd'hui on cure 2 fois par an, quoi. Je vais vous présenter le plan du bâtiment. Alors c'est un bâtiment assez ventilé. Je pense que pour qu'il fonctionne bien, il faut vraiment une bonne orientation de bâtiment, quoi. Donc nous, il est ouvert sud-est à l'avant. À la limite, il serait complètement est, ça serait même mieux. Et ouest à l'arrière avec un rideau amovible pour les jours de pluie. On se rend compte aujourd'hui que le rideau, il est fermé peut-être un quart de l'année, même pas. Et oui, après, il faut vraiment une bonne ventilation pour que la litière sèche au maximum avec l'air naturel et le soleil. Et aujourd'hui, oui, on arrive à faire que 2 curages par an. Donc si on poursuit sur la partie conception, donc moi quand j'ai pris contact avec le GAEC de l'Enclos, ils avaient vu donc cette vidéo sur internet. Et j'ai fait partie du voyage avec d'autres, voilà, avec les associés. Donc l'exploitation qu'on a vue dans le Loiret était donc orientée plein est, et donc il n'y avait pas la couverture de l'aire d'exercice. Eux, ils avaient vu c'était vraiment un choix sur l'économie. De A à Z, quoi. Donc nous on y a été vers le 15 ou 20 juillet de 2016 ou 2015, et donc en conditions estivales, très chargé en vaches, il faisait chaud, donc voilà. Du retour de cette visite-là, il y avait eu un aspect plutôt positif sur le comportement du miscanthus. Enfin, Nicolas y rajoutera s'il veut. Et donc, à la suite, après des devis, des discussions avec le GDS 44, Benoît Micheneau, il y a eu des options de prise sur le projet du GAEC de l'Enclos. Donc, spécifiquement par rapport à cette diapo-là, c'est la couverture de l'aire d'exercice. Donc sans pénaliser, alors je reviens sur le bâtiment du Loiret, c'était un monopente comme celui-ci, sur la partie couchage. Et il y avait juste la table d'alimentation de couverte avec une couverture d'auge de 1,50 m juste pour couvrir l'auge, quoi. Donc là, les options qui ont été prises, ça a été de couvrir l'aire d'exercice en couverture type toit d'usine, pour pas pénaliser l'entrée du soleil levant, comme c'est précisé là, quoi. Et après discussion avec le GDS, dépassement de toiture, alors je sais pas si, enfin à l'endroit des 1 mètre là, et à l'arrière, pour essayer d'allonger le temps d'ouverture en cas d'une journée de pluie qui serait droite, qu'on puisse quand même maintenir le filet ouvert le plus longtemps possible pour une circulation d'air maximum, quoi. Voilà pour les options qui ont été vues sur la partie logement. Très bien. Donc, rentrons maintenant dans la problématique bien-être. Je vais vous rappeler la définition du bien-être, qui est aujourd'hui celle qui est reconnue au niveau de l'ANSES notamment. Donc le bien-être des animaux est défini comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux. Donc on va aussi parler de bien-être humain. Donc qu'est-ce que c'est le bien-être humain ? C'est un peu la même chose, mais on rajoute des étages en plus quand même sur l'accomplissement personnel, sur les objectifs de vie, la réalisation de soi, le confort matériel ou spirituel. Voilà ce qu'on peut rajouter au bien-être humain.
dans notre table ronde, on va essayer de voir comment on peut concilier les deux. Donc, je vais peut-être commencer par vous demander, Monsieur Charlery, est-ce que cette définition, vous l'acceptez? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, voilà, cette notion-là? Oui, il y a eu... faut que je me mette debout. Il y a eu beaucoup de définitions du bien-être animal. Hein. C'est assez difficile à définir puisque les animaux ne parlent pas. Donc c'est d'ailleurs plus difficile à diagnostiquer qu'à définir. Cette définition, elle est pas mauvaise. On a souvent eu une définition assez incomplète, pas forcément périmée, mais assez incomplète en fait du bien-être, parce qu'on a souvent abordé le bien-être sous l'angle de la bientraitance. En fait, à la bientraitance, ce qu'on fait depuis toujours, hein, je veux dire, nous les conseillers bâtiments, c'est ce qui nous motive dans les choix qu'on fait dans les bâtiments. Au-delà de la bientraitance, effectivement, aujourd'hui, on ajoute des notions plutôt de sensibilité, des aspects cognitifs, de mémoire de l'animal, qui viennent compléter ça et qui font de manière un peu plus complète ce qu'on peut appeler le bien-être. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter en tant que technicien bâtiment? C'est vrai qu'au niveau pratique sur le terrain, on parle bien-être, mais on va parler surtout, c'est vrai, de l'animal en lui-même, pour pas qu'il y ait de blessures, pour pas qu'il ait faim, pour pas qu'il ait soif, en parlant vraiment plus terre à terre que fait Jacques, mieux que moi. L'éleveur, il recherche ça, dans tous les cas, depuis le début. Moi, ça fait 30 ans que je suis technicien bâtiment, donc j'ai connu, à tous mes débuts, les étables entravées. Les vaches à la tâche, elles n'étaient pas plus malheureuses qu'aujourd'hui, mais on se rend bien compte que avec les textes qu'il y a sortis, les personnes qui poussent un petit peu à libérer l'animal, entre guillemets, comme on est nous aujourd'hui libérés, entre guillemets, les vaches à la tâche, c'est très mal vu. On essaie de concilier dans les bâtiments des surfaces de couchage, des surfaces de place à louge, des surfaces d'exercice pour que les vaches puissent bouger facilement et puis exprimer leur potentiel. Comme on dit, une vache qui est dans un champ, elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut. Dans un bâtiment, on essaye un petit peu de recopier ce qui est fait dans le champ, avec plus ou moins de facilité. Aujourd'hui, nous, en tant que techniciens, on conseille les éleveurs sur aussi tous ces matériaux dans les bâtiments, ce qui permet justement aussi un petit peu d'approcher la partie extérieure, notamment la ventilation, on parlait tout à l'heure, c'est très important dans les bâtiments, l'éclairage, le couchage des animaux. Dans les logettes, aujourd'hui, il y a plein d'exemples dans le space ici, avec les tapis qui existent. Je parle de logettes parce que dans la partie Finistère, c'est vrai qu'on est peut-être plus logettes que dans d'autres départements. Moi, je bosse sur 3 départements, donc je vois un petit peu plus de logettes dans le Finistère qu'il y a, par exemple, dans le Côte d'Armor. C'est dû peut-être aussi au fait qu'il y a l'histoire de travail. Et là, on en revient un petit peu au bien-être de l'éleveur. L'éleveur cherche aussi à avoir un système qui puisse le permettre de automatiser son boulot un petit peu, gagner du temps et ainsi de suite, quoi. Voilà. Hein. Donc c'est la vache en elle-même qui va agir sur le comportement et qui va faire le choix d'aller à un endroit ou à un autre, la liberté de se déplacer. Là, on parlera peut-être plus tard aussi de la traite, donc la robotisation, le choix d'aller se faire traire quand il veut, de manger quand il veut, de venir... voilà. Très bien. Et vous, est-ce que du coup, ces notions de bien-être, est-ce qu'elles ont changé aussi depuis que vous vous êtes installé? Et est-ce qu'elles ont évolué? Comment est-ce que vous les percevez? Est-ce que cette définition, il y a des choses qui vous ont un peu interpellé dedans? Bah oui, parce que du coup, nous, quand je me suis installé, on était en logette. Bon, le bâtiment à la fin n'était plus adapté pour le nombre de vaches qu'on avait, mais là, la différence pour les animaux était flagrante en air paillé, quoi. Bon, après, les logettes n'étaient plus trop adaptées non plus. Il y a des vaches qui restaient coincées dedans. En temps de travail, c'était abominable. Donc là, on est repassé en air paillé. Pour nous, c'était une découverte. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne reviendra pas en arrière. Pour 160 vaches à traire, il nous faut 10 minutes matin et soir pour brasser l'air paillé. Assis sur un tracteur, on n'est pas en train de tirer sur une fourche avec nos bras. Pour tout ce qui est couchage des bêtes, détection de chaleur, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, elles s'expriment correctement. Elles se couchent dans le sens qu'elles veulent dans le bâtiment. Et après, c'est un véritable matelas, quoi. Donc après, quoi dire d'autre? En temps de travail, pour 160 vaches à 2, il nous faut 2 heures avec la buvée des veaux, quoi.
Donc c'est 2 heures de moins et avant on était 4 pour faire le boulot, quoi. Et dans cet aspect, donc, a souligné Monsieur Charlery l'aspect comportement de l'animal. Est-ce que les animaux, vous disiez, on repère peut-être mieux les chaleurs? Est-ce que vous avez senti un changement de comportement dans ce nouveau bâtiment? Ben là, oui, c'est vrai qu'on voit les vaches exprimer leur chaleur. Après, on est équipé de détection de chaleur, mais dans l'autre bâtiment, la dernière année, c'était un peu catastrophique quand on retrouve 5-6 vaches, voire plus, décasillées. Là, depuis 2 ans, il y en a eu une seule qui s'est écasillée dans le bâtiment. Après, on n'a plus de gros jarrets, beaucoup moins de problèmes de pattes. Là, cet hiver, on a fait pareil qu'une seule fois au mois d'avril. Pour le moment, c'est tout bénéfique, quoi. Après, en problème de qualité de lait, on est égaux à ce qu'on avait avant dans le bâtiment Logette, quoi, donc on n'a pas plus de problèmes. Et ces attentes de la société qui veulent qu'on reconnaisse un caractère sensible à l'animal, parce que c'est aussi ça qui aujourd'hui peut-être est ce qui va changer dans le métier d'éleveur, dans le métier de technicien aussi, d'avoir tout ça qui nous arrive. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi? Est-ce que vous l'avez pris en compte? Oui, après on n'écoute pas tout ce qui se dit parce qu'autrement on ne ferait pas grand-chose. Peut-être vous, en tant que technicien, est-ce que votre métier il change un peu est-ce que les lignes bougent par rapport à ça? Donc, en tant que concepteur, sans doute comme Philippe. Après, je ne connais pas le département du Finistère. Nous, Pays de la Loire, Nantes et plus personnellement Sud-Loire, c'est des zones très urbanisées où à côté, nous, on travaille pour des projets à 180, voire plus en vaches. On côtoie aussi des gens qui développent de la vente directe et qui sont en contact avec leurs clients. Donc on regarde la télé, on voit des pubs avec des vaches qui vont dehors, et après on voit des projets où les vaches ne sortent pas, ce qui n'est pas le cas du GAEC de l'enclos. Là il y a une part de pâturage. Donc dans notre partie conception, on a ça en tête. Après on voit l'attitude de l'agriculteur qui est en face de nous, ou des agriculteurs, et il y a une sensibilité qui se dégage, plus ou moins, ou une réalité économique, des choix en fonction des voisins, ça c'est la réalité des concepteurs bâtiments. Donc après, par rapport à cette logique Logette, il y a eu un travail qui a été fait avec les chambres régionales Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, je crois, sur des coûts de fonctionnement. Parce qu'avant, on avait des coûts d'investissement qui donnaient une réalité qui n'était pas forcément en faveur des aires paillées. Et là, il y a eu un travail de fait sur les coûts de fonctionnement, alors qu'il reste une étude globale avec des nécessités de comparer tous les dossiers sur la même base. Mais en fait, où on se rend compte que les aires paillées sont tout à fait cohérentes en termes de temps de travail et ensuite en coût de fonctionnement. Et ensuite, quand ça on intègre la partie temps de travail, là les aires paillées sont totalement compétitives parce que c'est des heures de travail, comme disait Nicolas, qui sont sur du matériel, qui ne sont pas marchés ou manuels. Donc pour l'instant on ne va pas dire que c'est un retour des aires paillées, mais il y a une réalité quand même. Et quand on y intègre une conception favorable par rapport à la ventilation, à l'éclairage, à un dimensionnement correct, on retrouve des aires paillées qui fonctionnent bien. En y associant peut-être absolument une part de pâturage, pour ne pas générer des coûts et des temps de présence importants. Mais on retrouve un fonctionnement qui peut être favorable. Il y a un travail de fait avec l'Institut de l'élevage aussi sur la partie sol dans les stabulations. Les logettes standards, on va dire, sol-béton. On retrouve des contraintes avec des temps de présence des vaches sur des bétons, un sol dur. Et cette solution-là, ou une aire paillée, permet facilement d'avoir une alternance sol souple, sol dur. Et avec un temps de pâturage plus ou moins présent, on se rapproche de choses raisonnables en termes surtout de santé des pattes, quoi.
Je pense qu'on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les aspects effectivement sol et puis pâturage un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et on n'a pas parlé là dans cette première partie du bien-être de l'éleveur finalement, un petit peu avec la présentation de votre bâtiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être une question que je poserais plus à Monsieur Charlery, on va avoir dans les projets des conseils stratégiques ou des bilans d'objectifs de vie chez les éleveurs, ou est-ce qu'on va les amener à se poser la question de quelle trajectoire ils veulent avec leurs associés aussi? Est-ce qu'on peut avoir une vision partagée de l'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui on prend ça en compte de façon structurée, ou est-ce que vous le faites depuis toujours peut-être? Bah oui, on le fait depuis toujours. En fait, je pense que toutes ces questions-là, on les fait depuis toujours, sauf qu'aujourd'hui, on en parle, en fait. On l'exprime, voilà. C'est-à-dire que depuis toujours, on s'inquiète du bien-être animal, on s'inquiète des conditions de travail des éleveurs. Je veux dire, tout le travail qu'on a fait sur la contention, sur la traite, sur la conception des locaux, la circulation, la facilité de raclage, la facilité de paillage, l'éclairage dans les bâtiments. Enfin, on passe. C'est le fond du bâtiment, c'est un outil de travail. Donc forcément, il s'intéresse au bien-être de l'animal et au bien-être de l'éleveur. La nouveauté, c'est qu'on exprime ça aujourd'hui. Avant, on le faisait de manière naturelle et intuitive, puisque de toute façon, c'est normal de s'en occuper. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, il y a la toute récente notion, puisque j'étais il n'y a pas très longtemps au colloque sur le bien-être animal qui avait lieu à Strasbourg, qui était organisé par les instituts. En fait, aujourd'hui, on parle de One Welfare. Welfare, c'est bien-être. One Welfare, c'est un seul bien-être, c'est-à-dire pas d'animal bien sans éleveur bien, pas d'éleveur bien sans animal bien. Voilà, et on l'exprime, on l'a toujours fait. Hein. Aujourd'hui, on l'exprime comme ça. Donc je pense que c'est une nouvelle notion, voilà, One Welfare. On retiendra One Welfare. Oui. Concernant aussi les éleveurs, c'est vrai que donc, toujours pareil, j'insiste sur le fait que ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai pris un coup de vieux. Au départ, il y avait des exploitations familiales avec le couple à l'exploitation qui avait un effectif de vaches qui variait entre 15 et peut-être 30 ou 40 vaches. Ils avaient le temps chez eux en plus pour s'occuper des enfants, pour les vacances, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, les élevages ont tendance à grossir, à grandir. Et l'éleveur, ce qu'il recherche aujourd'hui, c'est toujours trouver du temps pour lui et sa famille. Parce qu'aujourd'hui, on a des exploitations avec 2 ou 3 langues GAEC, 4 langues GAEC. Et c'est surtout les éleveurs qui sont à la ferme, et les madames sont souvent autre part, ou les enfants. Et pour garder et l'un et l'autre, l'élevage et sa femme, il faut garder du temps pour tout le monde en fin de compte. Hein. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que on essaie dans les bâtiments d'automatiser certaines choses, de limiter le travail par les repaillés, 2 heures de travail par jour par exemple, ou pour ça, pour la traite aussi en elle-même, qui permet de libérer du temps au niveau de l'exploitation, donc le bien-être en lui-même de l'éleveur et de sa famille, quoi. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y a des choses de structurées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des fois est-ce qu'on fait appel à des nouvelles personnes, des coachs ou ce genre de choses pour mieux définir le projet des éleveurs? Mais ce qui est un petit peu nouveau, mais c'est encore une fois, on l'a souvent beaucoup fait, on travaille pas mal avec la MSA. Et ce qui est un petit peu nouveau parfois, c'est que dans certains projets, on peut faire intervenir des ergonomes et intervenir les conseillers prévention de la MSA, parce qu'ils ont évidemment l'expérience, eux, des soucis qu'il y a dans les élevages, puisque ce qu'ils voient, eux, c'est les problèmes. Et grâce un petit peu à leur expertise, quand on les associe suffisamment tôt dans les projets, c'est pas tout le temps, hein, ça se fait pas beaucoup, hein. Mais c'est vrai que si on pouvait associer les conseillers prévention de la MSA, on va pouvoir aborder des questions justement de rythme de travail, de pression mentale, on va pouvoir aborder des questions d'ergonomie, de position, de poste de travail. Et ça, c'est peut-être un peu nouveau, hein, je pense qu'on le fait pas beaucoup. Et si on voulait progresser dans ce sens-là, je pense que c'est un des moyens à mettre en œuvre. D'accord. Oui. Alors si je peux rajouter, comme je parlais de premier contact ou de sensibilité, après on va arriver chez des profils d'éleveurs où un projet comme ça peut être une grosse remise en cause, pourquoi pas des JA qui s'installent. Dans leur programme d'installation, il peut y avoir des conseillers entreprises qui peuvent intervenir au niveau chambre. Et
Et donc, où on va plus parler de bâtiment, et là on parle d'organisation du travail, parce que dans les chiffres qui sont amenés, il y a une alerte rouge ou quelque chose qui va dire non mais là, vous partez dans un projet démesuré, ou alors au contraire la rentabilité elle va pas y être parce que il n'y a pas assez de moyens de production, ou des choses comme ça, quoi. Après, sur l'historique, on arrive dans des exploitations où il y a un projet, et le gars il va dire non mais moi c'est 4 semaines de congé, c'est 2 semaines l'été, c'est 1 semaine à telle période. Donc quand les gens l'ont clairement intégré, bon bah voilà, on sait que ça va être efficace et que le gars il va pas partir dans un projet qui va être très consommateur. Et au contraire, il y a des exploitations où bah ça va le faire, quoi. Ça va passer, sauf que bah soit la personne elle est réellement efficace, où il y a des événements extérieurs, où après on se rend compte qu'il faut ramener de l'équipement, il faut ramener de l'automatisation, il faut encore ramener des investissements dans le projet, parce que concrètement, en temps de travail, l'élevage est débordé, quoi. Voilà. Donc pour rebondir un petit peu là-dessus, je me disais qu'on parle beaucoup maintenant de bien-être, et le bien-être, c'est quelque chose parfois de pas tellement mesurable. Et il y a des gens qui sont spécialistes de ça, il y a des vétérinaires qui se spécialisent maintenant là-dedans, des éthologues, si on parle de l'homme, on va retrouver des psychologues. Est-ce que c'est des compétences nouvelles qu'il faut amener dans les projets? Est-ce que c'est peut-être ça le changement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou pas du tout? Vous avez déjà un peu répondu, mais... Dans les méthodes qu'on peut essayer de construire pour aider les conseillers bâtiments à aborder ces questions-là, c'est sûr qu'on va avoir besoin de ces compétences-là pour établir ces méthodes. C'est des choses qu'on va retrouver déjà dans un certain nombre de diagnostics, et un certain nombre d'indicateurs qui existent déjà dans les exploitations. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, on est en train de travailler avec le CNIEL sur justement des grilles d'analyse des projets pour passer les projets bâtiments à travers justement ces nouveaux enjeux. Et je pense qu'on a besoin de gens comme ça, effectivement, pour nous aider à trouver des indicateurs qui vont permettre ensuite à ceux qui bâtissent les projets de aussi intégrer un certain nombre de points de vigilance dans la construction du projet. Ça répond à la question? Oui, tout à fait. Je pense que moi, c'est en me renseignant notamment auprès de l'Institut de l'élevage que j'ai pas pu faire intervenir aujourd'hui, parce qu'on avait un moment, on peut pas mettre 10 personnes autour d'une table, ça fait trop. Mais effectivement, à l'Institut de l'élevage, ils travaillent sur ces sujets-là, et de façon beaucoup plus pluridisciplinaire en fait qu'on a pu le faire par le passé, avec des gens qu'on n'imaginait pas devoir mettre leur nez dans un élevage. Et c'est la question aussi que je me pose, c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller? On parle de psychologues. Est-ce que demain, les agences de marketing viendront pour définir, dans les élevages, pour définir la marque du lait, ce qu'elle peut porter comme valeur, et voir si c'est en cohérence avec les élevages? Est-ce qu'on va venir voir des chargés de marketing dans les élevages? Est-ce qu'on en voit déjà? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Après, je ne sais pas si c'est à moi de parler, mais enfin, nous, dans les clients qu'on a, je me retourne toujours vers Philippe et Jacques, mais je pense que c'est des gens qui sont porteurs de projets. On a fait des projets au moment des mises aux normes, où là, c'était subi. Donc, fallait se mettre aux normes. Donc là, on côtoyait des gens qui allaient à reculons et qui n'avaient pas forcément les finances et qui pouvaient subir les choses. Maintenant, on est chez des gens qui croient en leur métier. Donc, si à l'occasion d'un projet bâtiment d'investir une certaine somme d'argent, il y a besoin d'un psychologue, ce qui c'est pas un défaut, mais c'est plutôt déjà de voir l'ambiance dans le GAEC, si c'est en société. Et après, je me retourne, il n'y a personne là, mais c'est au niveau des acheteurs de lait qu'il faut... Quand il y a une rémunération et que dans un deuxième temps les bâtiments sont agréables, après tout va bien, quoi. Enfin, voilà. Il y aura du boulot pour les chargés de marketing peut-être, mais il faut qu'il y en ait dans les élevages un petit peu.
Juste deux petites choses. La semaine dernière, on a eu une intervention d'un docteur vétérinaire là, à notre niveau, Triscalia, dans le groupe, qui a parlé, donc c'est une parenthèse, on essaye de reproduire dans le bâtiment le comportement de la vache qu'elle a à l'extérieur du bâtiment, quoi. Parce que c'est vrai que dans bien-être animal, le mieux, entre guillemets, ce serait qu'elle soit tout le temps dehors, en pâturage, et puis et qu'elle aille se faire traire, un peu le modèle de Trévarez, où il y a un robot de traite dans un champ, et puis les vaches, elles vont se faire traire et puis manger comme elles veulent. On n'est pas arrivé là encore, parce qu'il y a plein de choses techniques qui ne marchent pas non plus. Ça, première chose. Et deuxième chose, c'est vrai que les acheteurs de lait, donc je fais partie chez Triscalia, donc on est acheteur de lait, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande... Aujourd'hui, les clients nous demandent aussi un lait qui soit, dans certains cas, issu du pâturage. Et aujourd'hui, les éleveurs, c'est pas le cas pour l'instant d'avoir des primes aujourd'hui spécialement à ce lait-là. Mais on tend vers là et dans les projets qu'on prévoit aujourd'hui, on insiste un peu sur le fait que l'éleveur, quand il veut prévoir un bâtiment complet, tout fermé, avec dedans 2 robots de traite, les vaches sortent jamais. On dit attention, il se peut qu'à un moment donné ou à un autre, et peut-être assez rapidement, qu'on puisse valoriser mieux ton lait si tes vaches vont à l'extérieur, quoi. Voilà. Alors, face à ça, du coup, comment construire un bâtiment pour 30 ans quand les attentes des consommateurs, les attentes des citoyens, on ne les connaît, de demain, on ne les connaît pas encore. Et est-ce qu'on arrive à... les nouveaux cahiers des charges aussi, on ne les connaît pas encore, les nouveaux cahiers des charges de production. Est-ce qu'on arrive à... Peut-être je vais m'adresser aussi à Monsieur Fleury sur le bâtiment. Est-ce qu'on arrive à anticiper un petit peu ce que sera déjà l'élevage demain? Est-ce qu'il y aura encore de la main-d'œuvre? Et aussi, est-ce que seront les attentes de demain, des marchés, tout ça? Bah, nous, c'est vrai que quand on a étudié le bâtiment, on voulait pas arrêter l'aspect pâturage justement pour cette image-là, quoi. Sans savoir si demain ça paiera plus, on ne sait pas. Après, aujourd'hui, je pense que tout le monde veut bien manger, mais personne ne veut payer, quoi. Je pense qu'on va importer de la marchandise ailleurs et puis les gens vont se jeter dessus dans les Super U parce que c'est la moins chère. Après, voilà, quoi. C'est mon point de vue. Et pour autant, est-ce qu'on peut ignorer les signaux qu'effectivement les gens achètent avec leur porte-monnaie et puis ils pensent bien être, mais ils achètent avec leur porte-monnaie. Mais est-ce que ces signaux, du coup, il faut pas est-ce qu'on peut les ignorer ou pas? Non, bien sûr, on ne peut pas ignorer ça. La durée de vie du bâtiment, 30 ans, ça fait donc, encore, je me répète, 30 ans que je fais ça. J'ai pas fait un seul bâtiment pareil, de tous les plans de bâtiments que j'ai fait. Certains vont durer 30 ans, si les vaches s'y plaisent, les éleveurs s'y plaisent. C'est vrai qu'on va peut-être pouvoir durer plus longtemps avec un bâtiment à repailler, parce que donc s'il y a plus de vaches, on fait 2 travées de plus sur le bâtiment, ça marche. Logettes, tu as connu ça un petit peu, les logettes au départ où les vaches ont grandi aussi en taille, génétique, ainsi de suite, donc c'est un peu trop juste. Donc là, on est un petit peu bloqué. Il faut tout casser, tout refaire. On rentre dans un investissement important. L'air payé peut durer très longtemps. Si le bâtiment dure longtemps, s'il est bien ventilé, et après, on peut durer 40 ans, 50 ans, avec une bonne toiture, éternite sur le toit et tout, et pas de problème. Oui, il y a notre sponsor. C'est tout le challenge des conseillers bâtiments, c'est justement de conseiller les éleveurs, parce qu'on va vers des bâtiments de plus en plus techniques. Et c'est pas ici au SPACE que je vais vous dire que c'est pas technique, hein, quand on se balade dans les halls et qu'on voit tout le matériel, les équipements, les machines, les robots, etc. Je veux dire, on en met dans les bâtiments des équipements. Et en même temps, il faut qu'on arrive à faire le compromis d'un bâtiment évolutif. On fait des bâtiments hyper spécialisés, et nos bâtiments laitiers sont très très spécialisés. C'est difficile de mettre des vaches allaitantes dedans après. Hein. Et en même temps, on a toujours, et je pense que ça c'est un réflexe qu'on a toujours, nous, c'est nos gènes de conseiller bâtiment, de faire quelque chose d'évolutif, qui puisse bouger, qui puisse évoluer, qui puisse s'adapter. Et c'est cette dualité-là qu'on a à mener, et c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Et il y a beaucoup de projets bâtiments qui vont trop vite. Parce qu'il y a les aides. Alors il faut déposer son dossier PCAEA parce que c'est avant le temps. Et on n'a pas réfléchi. Et nous, on disait autrefois 1 an de réflexion pour 20 ans d'utilisation. Puis on a changé un peu notre slogan il y a quelques années pour dire 1 an de réflexion pour 20 ans d'évolution.
ce qui n'est pas la même chose, mais qui nous oblige, nous les conseillers bâtiments, à bien conseiller les éleveurs aussi, et leur dire, mais là, tu hyper spécialises, donc comment ça peut évoluer si ça change. Et au niveau du bien-être, heureusement que c'est quelque chose de constitutif au bâtiment, ce qui fait que tout ce qui va nous arriver là va pas tellement nous inquiéter, à part effectivement cette évolution qu'on voit aujourd'hui de rentrer beaucoup les vaches dans les bâtiments, et qu'on a effectivement des signaux de la société qui veut des animaux dehors. Donc là, il va falloir qu'on travaille à des solutions techniques, parce que tout le monde ne peut pas quand même mettre à pâturer, parce que tout le monde n'a pas le parcellaire, tout le monde n'a pas la surface, n'a pas l'accessibilité. Donc comment on va faire pour avoir des vaches dehors? Donc voilà, là c'est notre challenge futur. Juste pour compléter, en élevage bovin, c'est seulement 7%, j'ai trouvé le chiffre d'une ONG en plus pour le bien-être animal qui s'appelle Wellfarm, qui dit que 7% des vaches n'ont pas accès au pâturage en France. Donc faut relativiser, on est quand même pas mal en élevage bovin, je pense. Voilà, mais on a toute la profession qui met quand même un peu en alerte sur les systèmes qui se comprennent, parce que il y a des besoins de main-d'œuvre, il y a des besoins d'organisation du travail, il y a la gestion du pâturage, comme aujourd'hui, on en discutait ce midi. Il y a aussi des effectifs de vaches, quand il y a 300 vaches. Avec le micro, s'il vous plaît. Il y a aussi des effectifs de vaches, quand il y a 300 vaches, 200 ou 300 vaches, les emmener au champ, il faut un parcellaire groupé. Pas trop de distance pour y aller, parce que les vaches, plus elles marchent, moins elles font de lait. Ça, et puis l'entretien des parcelles, le tour du fil, ainsi de suite, quoi. Donc c'est pas toujours évident, quoi. Donc des signaux contradictoires avec une restructuration laitière d'un côté, et puis des attentes de l'autre côté. Faut gérer ces signaux qui sont contradictoires, et c'est pas une mince affaire, quoi. Donc on avait vu aussi les côtés pluridisciplinaires du bien-être animal. Quelque chose que j'avais repéré aussi en étudiant un petit peu le sujet avant cette table ronde, c'est l'histoire des aires d'exercice qu'on a au niveau technique beaucoup peut-être conçues comme des aires des fois qui sont des couloirs ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que les aires d'exercice vont pas jouer un rôle dans les bâtiments pour bovins plus important, avec ces notions de bien-être pour les animaux? Je vois d'où vient la question, puisque c'est vrai que donc il y a un certain nombre de cahiers des charges qui vont évoluer prochainement, et notamment la charte des bonnes pratiques d'élevage. Donc on sait, je sais pas dans le détail du tout ce qui va se faire, mais les aires de vie globales qu'on donne aux animaux, on en a toujours tenu compte, et les aires d'exercice telles qu'on les conçoit, on a toujours fait attention à ce qu'il puisse y avoir de la circulation dans le bâtiment. Je vois des schémas qu'on a diffusés déjà depuis très longtemps, où on voit des dessins qu'on a fait avec des vaches à l'auge, des vaches qui se croisent derrière, etc. C'est pas des schémas récents, Donc on s'en inquiète déjà de la circulation, de l'espace de vie des animaux. Et de toute façon, si ces aires d'exercice sont trop restreintes, ce qui va se passer, c'est en aires paillées, elles vont rester trop longtemps sur les aires de couchage, on va avoir des animaux sales, et en logettes, elles vont avoir un mauvais accès aux logettes, et on va avoir des animaux qui soit se couchent pas assez, soit se couchent trop. C'est des choses qu'on connaît depuis toujours, ça. Donc les aires d'exercice et les recommandations qu'on a aujourd'hui sont déjà bonnes. C'est faux de dire que aujourd'hui c'est trop étroit ce qu'on met à disposition des vaches, sauf effectivement dans certains cas où on a eu des périodes où les éleveurs ont eu la possibilité de produire plus de lait, et où ils ont peut-être un petit peu rempli les bâtiments plus qu'ils n'auraient dû, mais c'est resté exceptionnel, et nos recommandations sont... Enfin, nous, les conseillers bâtiments, on est, je veux dire, d'expérience, on a le retour de ce qu'on fait. C'est suffisant. J'espère qu'on ne va pas, sous prétexte de bien-être animal idéalisé, puisqu'il est forcément idéalisé, nous changer trop vers plus grand des recommandations qu'on a bâties déjà sur ce souci de bien-être.
C'est vrai qu'au niveau surface, on est bon, correct ou pas correct après. On est assez grand, je pense. Ce qu'il y a, c'est peut-être aussi les sols en eux-mêmes. Peut-être vous voulez arriver là, peut-être au niveau exercice, il y a des systèmes peut-être ça c'est beaucoup de béton aujourd'hui. On a essayé l'enrober, ça marche pas. Problème de fuite, problème de défoncement, problème ça tient pas dans le temps. Donc l'éleveur il veut quand même un bâtiment qui dure. Donc après les bétons en eux-mêmes on les a rainurés pour pas que la vache glisse, mais c'est toujours aussi dur. Aujourd'hui il y a l'asphalte qui a été étudié, qui paraît un bon compromis, qui ne glisse pas et qui au niveau des pattes des vaches paraît un petit peu mieux. Par contre au niveau mise en place c'est un peu plus cher au départ, mais ça a une durée de vie quand même d'une 20aine d'années, donc c'est quand même intéressant. Sur le coup, ça coûte cher. Il y a aussi des essais faits par tous les entrepreneurs, les boîtes qui vendent aujourd'hui les tapis de sol et autres, là, aujourd'hui, qui mettent ça sur les exercices. Alors, je suis pour et contre, dans le sens où ça coûte cher. Un tapis caoutchouc dans un bâtiment, ça va peut-être être souple pour la vache. La vache, il faut dire qu'elle a un sabot. Ça glisse, c'est pas des crampons qu'elle a. S'il n'y a pas d'usure de l'onglon de la vache en elle-même, il faut faire un parage d'onglon assez souvent. Déjà aujourd'hui, ça c'est un truc qui est important parce que sinon elle va aussi boiter, même sur des caoutchoucs, elle va boiter. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Il faut peut-être trouver un juste milieu entre les deux. Alors il y a des essais d'exercices aujourd'hui qui sont moitié béton et moitié caoutchouc. Pourquoi pas? Nous, on est ouvert à ça aussi. Les essais chez les éleveurs, on en fait. Ceux qui ont envie de le faire, ils le font. Ça coûte cher, donc c'est pas toujours plus à eux peut-être de le faire, peut-être aussi aux chambres ou à l'ITEB aussi ou à nos dirigeants d'investir dans des fermes expérimentales qui permettent peut-être d'avoir des résultats plus ou moins positifs qu'on peut après amener aux éleveurs pour voir si ça marche. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur l'aire d'exercice là? Est-ce que ça a pris une place dans votre réflexion? Non, ça n'a pas pris une grande place dans notre réflexion. Nous, on avait vu ce qui fonctionnait du coup dans le Loiret. On avait mis un couloir assez large pour que les vaches puissent circuler et boire correctement en ayant les autres à l'auge, quoi. Après, voilà, quoi. Il n'y a pas de... Donc moi, par rapport à ça, en écoutant les collègues, c'est les choses les plus intéressantes. On les voit des fois dans des gens qui sont en rénovation. Donc sur des bâtiments qui ont 20-25 ans, qui ont une problématique de sol glissant ou autre chose. Et là, du coup, ils ont une somme d'argent à appliquer à quelque chose et ils essayent soit des sols souples, soit une bande caoutchouc, soit ou l'asphalte. On a vu ça des fois. Donc c'est ça un peu la différence. Et est-ce qu'on est sur un projet neuf, tout neuf, où il y a une enveloppe, il y a plein d'équipements qui sont possibles, la traite, le logement, la mise aux normes, voilà, tout ce qui peut venir comme équipement et comme plus dans le budget. Donc quand on commence à arriver dans le détail de quelque chose de très technique sur une aire d'exercice, voilà, c'est souvent, malheureusement, mais c'est comme ça la réalité, c'est pas forcément des choses qui sont mises en avant dès le départ. Donc on voit des choses très intéressantes sur des gens qui ont un budget, mais le bâtiment est amorti et qui n'ont pas forcément de volonté de tout refaire à neuf, mais ils prennent soit sur le confort des logettes, soit sur les aires d'exercice, voilà. Donc est-ce que le bien-être, on touche ces questions-là là, depuis tout à l'heure, le coût, est-ce que c'est quelque chose qui coûte forcément très cher d'avoir un bâtiment adapté au bien-être de l'éleveur, bien-être des animaux? Qui veut se lancer? Ça, c'est sûr qu'il va coûter cher s'il n'est pas adapté au bien-être. Il n'y a que ça à dire. Donc, voilà, c'est tout. Et on a toujours essayé de faire des bâtiments qui, à l'usage, permettent à l'éleveur de produire et de gagner sa vie. Donc, évidemment que c'est pas un surcoût, puisque le bâtiment, il est conçu pour ça. Puisque c'est un bâtiment qui sert à loger des vaches et faire travailler les éleveurs. S'il n'est pas fait pour ça, donc il n'y a pas de surcoût. Je ne vois pas où... voilà, mes collègues, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je ne vois pas où peut être le surcoût. Au contraire, je vois où peut être le surcoût si on ne fait pas ça bien. Parce que là, on va avoir des problèmes.
une petite aparté encore là-dessus, c'est j'ai fait des dossiers PCAEA. Donc PCAEA, c'est des aides à rénover des bâtiments, à agrandir des bâtiments, à faire des bâtiments. Dedans, il y a une petite clause bien-être animal. Et pour avoir des points, pour avoir le droit à l'aide, dans le bien-être animal, cette petite clause-là, c'est une brosse à vache, par exemple. Alors, ça coûte cher, du coup. Parce que le bâtiment lui-même, ça, il y a la surface par vache, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà bien-être animal. Mais il y a un petit plus par le PCAEA. La brosse à vache, ça rentre dans le bien-être animal. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'arbre dans le bâtiment ou pas de poteau des fois pour frotter, mais bon, voilà, est-ce que l'administration ou est-ce que l'Europe, parce que c'est payé par le FEDER et l'Europe, est-ce qu'eux ils considèrent que la brosse à vache ça rentre dans le bien-être? Pourquoi pas, hein? Moi je parle déjà de l'abreuvoir qui est propre, l'abreuvoir qui a assez de place par vache, la surface d'air paillé, la place à l'auge, c'est du bien-être. Après si on met dedans une brosse à vache ou un jouet comme dans les porcheries, un ballon pour que les cochons ne se mordent pas la queue, ainsi de suite, c'est ça, donc voilà. Moi, je pense après qu'il y a la possibilité de faire un bâtiment simple avec le bien-être. Enfin, chez nous, on a fait vraiment simple avec des coûts, je pense, assez corrects parce qu'on est à peine 4200 € la place. Et tout est. Enfin voilà, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien à rajouter. Et je pense qu'il ne faut pas non plus chercher les complications. Il y a des choses simples qui marchent très bien. Là où ça va devenir compliqué, c'est si, par exemple, comme en Suisse, on nous oblige, par exemple, à avoir des aires bétonnées extérieures. Ça, c'est des réglementations qu'il y a déjà à l'étranger. Alors, si jamais ça nous arrive chez nous, oui, là, il va y avoir des surcoûts. Parce que là, ça va être compliqué, hein. Il va falloir nettoyer. Qu'est-ce qu'on va faire de l'eau de pluie? Depuis les années 90, on a tout couvert. Hein? Dans les Côtes d'Armor, c'est interdit de faire des bâtiments avec du béton découvert. Là encore, des signaux contradictoires entre une réglementation suisse, des injonctions administratives de l'autre. Ils ont trouvé des solutions, hein. Ils ont fait des parcours, ils ont fait des choses sur Caillebotis, etc. Mais là, effectivement, là, pour le coup, ça a coûté. Voilà. Mais on est au-delà du bien-être, à mon avis. D'accord. Et ce qui me semblait aussi intéressant dans ce bâtiment, c'est le côté effectivement grandes ouvertures. Est-ce que justement, à un moment, est-ce qu'on redécouvre pas, peut-être que je suis un peu bête pas de dire ça, mais que les animaux, que la vache peut vivre jusqu'à 8 degrés sans problème. Est-ce qu'on l'avait oublié ça ou pas Non, on l'a pas oublié. Et par contre, ce qu'on a découvert, on l'a pas découvert. On expérimente aujourd'hui qu'elles sont pas bien quand il fait chaud. Et on est tous, tout le monde s'accorde à dire qu'on a quand même maintenant des périodes très chaudes qu'on n'avait pas. Faut le dire, hein. On a des vaches qui souffrent dans les bâtiments, et donc effectivement, on redécouvre là, par ce biais-là, le fait qu'on peut ouvrir en grand les bâtiments et qu'il le faut en tout cas au moins l'été, quoi. Voilà. Alors je ne sais pas les choix qui ont été faits ici, pourquoi vous les avez faits, si c'est pour la ventilation d'été ou si c'est au-delà d'autres réflexions. Donc comme je disais au début, le bâtiment du Loiret était uniquement couvert sur la partie aire de couchage. Là, pour des soucis de dimensionnement, parce que sur l'exploitation, il y avait une fosse de 2000 m3 existante en béton. Donc, pour des soucis de dimensionnement, le choix a été fait de couvrir. Après, pour l'éleveur, donc ça après, c'est la sensibilité des associés. L'élevage du Loiret, c'est une vidéo qui est disponible sur Internet. Sa réflexion n'était pas bête du tout. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on passe comme temps à l'auge, à pied à l'auge, quoi, par rapport au dessilage repoussé. Ici, tout est fait mécanique. Donc voilà, c'est des questions qui peuvent se poser. Après, à l'usage, il n'y a aucun translucide en toiture. Donc en fait, en période chaude, en période estivale, Nicolas il pourra préciser, mais à peu près à 10h le matin, 11h, toutes les aires de vie des vaches, aires de couchage, aires d'exercice sont à l'ombre. Donc en fait, c'est un parapluie l'hiver, un parasol l'été. Et
voilà, le confort. Les questions qui s'étaient posées, est-ce que demain, par rapport au Vendès, parce que sur cette photo-là, là on est d'accord, c'est plein est. Donc la salle de traite et l'aire d'attente sont en bas. Est-ce qu'on fermera? Est-ce qu'on fermera pas? Bon voilà, Nicolas il précisera par rapport au recul des 2 ans. Par rapport à... En fait, il y a eu des journées portes ouvertes d'organiser. L'élevage a reçu pas mal de visiteurs. Après, c'est là que, depuis tout à l'heure, moi je reviens sur la sensibilité des éleveurs et des porteurs de projets. Certains, c'est inconcevable de travailler dans un bâtiment comme ça. Même s'ils voient les vaches, que l'éleveur va leur dire que ça va bien, que c'est confortable, que voilà, les vaches sont en forme et sortent un lait de qualité, pour eux, c'est inconcevable. C'est dans leur... Donc soit ils font un chemin parce qu'ils se disent quand même que c'est pas mal, soit ils le font pas et ils ferment devant, derrière et ça marche, ça fera ce que ça fera, quoi. Oui, je voulais juste rajouter un truc, ça me fait penser à une chose, c'est qu'on parle du bâtiment, mais on a parlé de pâturage et on parle des animaux dehors. Il va bien falloir s'occuper aussi du confort des vaches dehors. Parce que les vaches, quand il fait très chaud dehors, des fois elles sont mieux dans les bâtiments. Donc, voilà. Donc, si on nous dit qu'il faut qu'elle soit dehors, eh bien, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui réfléchissent à comment faire pour qu'elle soit bien dehors. Donc, il va falloir réfléchir à comment on fait de l'ombrage, comment est-ce qu'on remet des arbres, je ne sais pas, et en même temps, comment on ne va pas concentrer toutes les vaches autour de l'abreuvoir et avoir d'autres problèmes, des mammites, etc. Donc, le confort des vaches en bâtiment, ok, mais ce n'est pas parce qu'elles sont dehors qu'elles sont forcément mieux. Par 40 degrés, voilà, il faut aussi... Alors, qui va s'en occuper? Les conseillers bâtiments? Je ne sais pas, parce que nous, on est des conseillers bâtiments, on n'est pas des conseillers pâturage. Et les gens qui s'occupent de pâturage, ils s'occupent de parcellaires, etc. Mais qui s'occupe du confort des vaches au pâturage? Peut-être le GDS? Pourquoi pas? Justement, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Donc nous, on pâture, les mois de pâturage sont vite... de mi-février à mai. Après, à partir de juin, il commence à y avoir moins d'herbe et la chaleur augmente. Et je pense que c'est les vaches qui le disent de elles-mêmes. Donc à partir du mois de juin, on laisse les paddocs ouverts, elles ont accès au bâtiment. Donc là, depuis une semaine ou deux, il y avait un petit peu d'herbe qui avait repoussé. Elles sont contentes de repartir au champ. À 10h30, elles sont toutes de retour au bâtiment. Il n'y en a plus une qui sort de la journée. Donc après, je pense que le bien-être, c'est le choix des animaux. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément trop évoqué, c'est aussi la relation, plus ou moins, mais la relation éleveur-animal, qui peut se traduire par des temps d'observation de l'éleveur vers ses animaux, pas de stress entre l'animal et l'éleveur, et inversement, parce qu'un gros bovin, c'est aussi très dangereux pour un éleveur. Est-ce que ça, je pense que ça fait aussi partie des choses que vous travaillez depuis très longtemps, mais ça fait aussi partie du bien-être. Du coup, nous, on a fait le choix de rester en système traite pour garder cet aspect de pâturage. Également, pour ne pas déranger les animaux la journée. Pour nous, c'était un point qu'on voulait garder. Donc, on est équipé d'une 2x16, on met 1h30 à traire. Après, on est équipé de portes de tri en sortie de salle de traite. Donc tout ça aussi, ça joue dans le bien-être des animaux. Une fois que la traite est finie, on a vraiment pu aller déranger les animaux dans le bâtiment. Les animaux qui ont besoin de soins ou d'insémination, c'est uniquement dans les cases de tri. Donc ce qui fait qu'après, normalement, il y a très peu d'intervention dans le bâtiment. Une fois que la traite est finie, les animaux restent tranquilles pour la journée et pour la nuit. On se rend quand même bien compte de la relation homme-animal, surtout en bovin. Déjà, les bovins, ils ont tous un prénom. Déjà, par rapport à des porcs ou des volailles ou autre chose. Donc déjà, c'est un truc qui fait que c'est quand même un animal qu'on respecte. Dans les bâtiments que je visite tous les jours, les vaches, elles viennent nous frotter, elles viennent nous voir, l'éleveur aussi. Si on voit qu'une vache, quand on va dans le bâtiment, qu'elle fout le courant à l'autre bout, c'est qu'il y a un souci. Or, ça arrive très très rarement, quoi. Peut-être un peu en bovin allaitant, mais en vache laitière, en général, la relation homme-animal, je pense qu'elle est bonne. C'est pas des éleveurs qui vont, même s'ils sont bloqués au indice, c'est pour qu'ils mangent leur ration et bien un peu plus rapidement, ou ainsi de suite, ou les bloquer, ou pour le temps que le sphincter se ferme après la traite. Enfin, il y a différents trucs à respecter.
la vache elle est pas maltraitée dans le bâtiment, donc on sait bien qu'elle va venir autour de vous, vous caresser, vous lécher un peu, et puis bon, du coup, voilà, par rapport à d'autres animaux, la vache c'est quand même quelque chose qui est, c'est pas le chien de la ferme, mais presque ça, quoi. Il y a des témoignages très positifs de gens qui parlent d'imprégnation. Là, vous avez entendu ça, où on essaye dès la naissance du veau d'aller le caresser souvent, d'aller le visiter tous les jours, de le toucher, etc. Je crois que c'est positif de faire ce genre de choses dans la relation homme-animal, et ça doit sans doute faire partie aujourd'hui dans l'enseignement qu'on peut avoir des futurs éleveurs, aussi de les inciter à avoir ces rapports très tôt avec l'animal. Pas mal de scientifiques disent que un certain nombre de choses vécues au stade de petit veau jouent énormément ensuite sur le comportement, mais même sur la performance, les performances techniques de l'animal. Donc la grande attention apportée à l'élevage des veaux fait partie, à mon avis, de cette question-là, y compris la qualité de son logement, du coup. Alors, je voulais parler de ça tout à l'heure, là, quand une des questions précédentes. Enfin, faut pas oublier qu'à la base, les éleveurs, ils sont éleveurs, quoi. Ils ont choisi d'être éleveurs. Donc, il y a des situations où les exploitants, ils ont des bâtiments où tout pourrait être négatif. Donc, il y a des bâtiments qui sont, par leur usage ou par leur vieillissement, qui ne sont plus conformes à des choses de bien-être. Donc, et pour autant, on va avoir des situations où la production elle est de qualité, les vaches elles sont en forme parce que l'éleveur qui est à la barre il tient la route, quoi. Et on peut mettre un bâtiment tout neuf dans les mains de certains où ça va être une catastrophe. Donc bon là après faire le lien par rapport au GAEC de l'enclos, déjà il y a 4 exploitants. Ils ont dégagé le choix de leur bâtiment ou les conséquences, mais enfin en tout cas la réalité aujourd'hui c'est que le bâtiment leur permet de dégager du temps pour faire les soins dans de bonnes conditions et de faire ce qu'il faut. Et du coup c'est pas une contrainte, du coup c'est un plaisir, je sais pas si c'est un plaisir, mais donc voilà, ça se fait dans de bonnes conditions, les animaux c'est tranquille, ils sont contentionnés, il y a des barrières de contention, c'est fait en sécurité pour l'exploitant. Et bon voilà, enfin on va pas dire que c'est parfait, mais il y a des choses favorables dans la chose. Mais enfin voilà, à la base ils ont choisi le métier d'éleveur, quoi. Donc en étant éleveur, si on n'a pas en tête la notion de bien-être, c'est quand même un peu problématique, quoi. Je dirais, maintenant, on a entendu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire et toute la valeur du bien-être. Est-ce qu'on a des espoirs, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça, mais est-ce qu'on a des espoirs de voir tout ce travail de l'éleveur valorisé, reconnu par la société et ensuite, pourquoi pas, valorisé dans un prix, mais aussi, pas que le prix, déjà reconnu par la société en se disant... ces gars-là font bien leur boulot, quoi. Est-ce qu'on a l'espoir d'arriver là ou... Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Mais... On a toujours l'espoir, c'est sûr que... Ouais. C'est dommage qu'on n'y soit pas déjà. Parce que ce qu'on fait, on le fait bien depuis toujours, alors c'est dommage. Il faut qu'on communique, il faut qu'on continue à communiquer pour voilà, montrer. Je pense que c'est la démonstration, montrer les animaux dans les élevages. Il n'y a rien de mieux que de voir. Ouais. Je rebondis au niveau économique, on a des cahiers des charges aujourd'hui. Je rebondis un petit peu sur ce que fait le CNIEL aussi avec ses indicateurs de bonne pratique, de bien-être. Il y a des choses qui se mettent en place apparemment qui vont dans le sens de la valorisation. Bon, alors c'est compliqué parce que moi je suis pas dans les circuits. C'est sûr que ça va apparaître dans les cahiers des charges, que ce soit dans les cahiers des charges filières, des cahiers des charges d'entreprise, etc. C'est forcément ces aspects-là
puisqu'il y a une forte demande sociétale, donc ça va forcément apparaître. Ça ne dépend pas de moi de savoir si ça va être valorisé. Je ne sais pas. Hein. Je pense que ce serait normal que les éleveurs puissent vivre de leur travail, et que si ce travail, une partie de ce travail, c'est de faire en sorte que les animaux soient élevés dans des bonnes conditions, ce qui est le cas, c'est juste que ça soit bien rémunéré. Alors après, mais c'est une question, tout le monde sait ça. Hein. Tout le monde sait qu'il y a un problème de rémunération aujourd'hui du travail des éleveurs. Donc après, nous, là, sur la Bretagne, la proximité de la Normandie, il y a peut-être des laits AOP. Après, concrètement, les laits à fromage de Franche-Comté, type Comté ou plus loin, même à AOP, sont mieux valorisés parce que, il y a une meilleure valorisation, il y a une logique de cahier des charges sur cette base-là. La Bretagne, Pays de la Loire, on n'est pas sur des cahiers des charges comme ça, donc après... Mais voilà, quand il y a de la qualité qui est reconnue, il y a des cahiers des charges, après il y a un prix en face. Parce que concrètement, les éleveurs, ils ont des obligations, des contraintes. Donc voilà. Après, la réalité, c'est aussi les cours internationaux. Donc ça, c'est... voilà, nous, on n'est pas sur la filière laitière, donc on lit des choses par la presse agricole de qualité. Voilà, après, c'est le débat. Mais voilà, comme disait Nicolas, si les gens ils veulent manger sainement et reconnaître le travail des éleveurs, faut derrière qu'il y ait un retour, quoi. Parce que c'est le nerf de la guerre quand même. En tout cas, ce que je pouvais retenir, c'était d'essayer de ne pas forcément s'enfermer sur 30 ans dans un système qui ne pourra pas aller chercher cette valeur ajoutée. J'ai l'impression que c'était une idée partagée un peu par tout le monde autour de la table. Voilà. Et du coup, je vais peut-être ouvrir la porte aux questions. Dominique. Bonjour, Dominique Rémy, journaliste à l'éleveur laitier. J'ai d'abord une remarque, et puis après j'aurai une question à poser à l'éleveur, plus précisément sur son bâtiment que j'ai eu la chance de visiter. Une remarque, ce mois-ci, nous avons un témoignage d'un éleveur irlandais par rapport au bien-être animal. Voilà ce que sa coopérative lui demande, et ce qui montre un peu comment la demande sociétale transpire, et de façon assez irrationnelle. On lui demande de poser une caméra de surveillance dans ses bâtiments, 24 heures sur 24, qui filme les animaux. Et ça, ce sera le témoignage, la preuve du bien-être animal. Je vous laisse apprécier ce que ça veut dire et comment on peut juger le bien-être animal en mettant une caméra de surveillance 24/24 dans un élevage. Voilà jusqu'où on peut aller parfois, quoi. Puis j'aurais une question plus précise à l'éleveur. J'ai eu la chance de voir votre bâtiment. Il est effectivement très aéré, très ventilé. Est-ce que malgré tout, comme vous êtes sud de Loire-Atlantique, vous vous posez la question de ventilation, de brumisation pour les fortes chaleurs ou les canicules que nous avons connues ? Non. On veut rien rajouter parce qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Après, je dirais que où les vaches se sentent un peu moins bien, c'est vraiment les températures humides avec de l'humidité dans l'air, plus tendance orageuse, où elles ont plus tendance à aller se coucher sur le bas du bâtiment. Après, dès qu'il y a un brin d'air, elles sont bien réparties dans le bâtiment, donc je vois pas l'intérêt d'y rajouter des produits qui vont nous coûter de l'argent. Après, je vais pouvoir me reposer la question aussi. Il y avait la question des périodes de brouillard. Je crois que c'est il y a 2 ans, au mois de novembre, là, à la fin de l'année, où là, il y a des périodes de brouillard sans vent, fin novembre, n'importe quelle date. Et du coup, peut-être que c'est à cette période-là qu'il y aurait à assécher les litières. Il y a d'autres bâtiments équipés en compost qui voilà, le côté asséchant, pas le côté ventilation, conditions estivales, le côté asséchant. Alors après, est-ce qu'il faut investir pour 15 jours ? Je te redonne le micro. Je pense que oui, du coup, on avait eu cette période qui était un peu compliquée à gérer pour la litière, parce que la litière restait toujours humide. Mais pour moi, mettre des ventilos puis brasser de l'air humide, on aura toujours la litière humide. Donc là, nous avons implanté 10 hectares de miscanthus sur l'exploitation. Après, on doit en récupérer aussi chez des copains qu'on en fait pour une autre pratique. Donc on devrait récolter 26 hectares de miscanthus, ce qui va largement nous faire l'année pour les vaches, la volaille et éventuellement les génisses et les toyons.
Et je pense qu'on travaillera plus facilement en période compliquée avec des apports de miscanthus pour rassécher la litière plutôt que des ventilos. Petite question technique encore sur le bâtiment. Donc oui, Robin Vergonjeanne, je suis éleveur allaitant et journaliste pour webagri.fr. Vous êtes inspiré là, de cet élevage du Loiret que j'ai visité également. Et je voulais savoir si vous aviez mis une barrière poussante électrique sur l'aire de couchage. Parce que donc sur ce bâtiment du Loiret, c'est assez discutable en termes de bien-être animal, je trouve. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une barrière électrique donc, qui vient toutes les 2 heures. Il y a une sonnerie alerte pompier. Donc là, toutes les vaches déguerpissent d'un coup et pour qu'elles aillent pisser et bouser sur l'aire d'exercice, c'est qu'elles dégagent en moins de 4-5 secondes de l'aire de couchage, quoi. Donc en termes de bien-être animal, je pense qu'un consommateur qui voit ça, il tique un peu, quoi. Donc je voulais savoir si est-ce qu'on peut faire ce bâtiment avec une technique peut-être un peu moins brutale et un peu plus acceptable. Ouais. Nous sommes équipés de la barrière poussante et puis j'en ai pas honte. Ouais. En termes de bien-être animal, je pense que les animaux sont pas stressés du tout. D'ailleurs, l'électricité est très très rarement dans la barrière. Ensuite, pour moi, cette barrière, elle nous permet de... Je ne sais pas si on la voit. Le rideau, il part du fond, donc il vient jusqu'ici. Il nous permet, après la traite, d'avoir aucune vache qui va se coucher. Et ça, je pense que c'est quand même un point important au niveau des sphincters pour qu'ils se referment bien. Alors là-dessus, justement, je pense qu'au niveau du bien-être animal, je préfère avoir ma barrière poussante qu'avoir mes 160 vaches prises au cornadi pendant 1 heure. Donc elles ont accès à l'auge, elles ont accès aux abreuvoirs et aux brosses, au DAC. Après, on n'est pas comme dans le système du Loiret à les pousser toutes les 2 heures. Elles sont levées au moment de la traite. Donc à 6 heures le matin, jusqu'à le chien se recule à 9 heures, après la traite, quoi. Et après, ça les lève une fois le midi, donc à midi moins le quart. C'est une période que j'avais remarqué que les animaux se levaient naturellement d'eux-mêmes. Donc j'ai calé le chien à cette heure-ci pour 1/4 d'heure, ce qui me permet de redéciler l'hiver, parce qu'autrement c'est une invasion des tourneaux sur la table d'alimentation. Et après, ça se met en route à 16h30 pour le début de la traite jusqu'à 19h le soir. Ouais, c'est pas et une fois en milieu de nuit. Non. Ouais. Non, on a essayé. Ouais. D'autres questions ? Toujours pas. Donc on va peut-être devoir conclure s'il n'y a pas de questions. Est-ce que le mot de la fin, qu'est-ce que ce serait pour vous ? Est-ce que je peux vous demander un petit mot de la fin ? 1 an de réflexion pour 30 ans d'évolution. J'espère que je ne fais pas 30 ans encore. D'accord. Pour dire là-dessus, oui, je pense que c'est quand même un projet qu'on fait quand même pour une carrière. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller visiter des bâtiments de toutes sortes, parce qu'il ne faut pas s'arrêter non plus se focaliser sur un bâtiment. Moi, on m'a permis d'aller visiter des bâtiments en Allemagne. Je pense qu'ils m'ont donné beaucoup d'idées, et après c'est en piochant un petit peu dans tous les bâtiments qu'on a vus, qu'on a réussi à avoir des bonnes idées. Mais c'est vrai qu'on est toujours pressé de travailler dans de meilleures conditions. Mais oui, il ne faut pas hésiter à perdre 1 an et avoir un projet qui nous convient, quoi. Oui, en complément de tout ça, moi dans les projets, c'est de bien dimensionner, de se fixer ses priorités, puis de se confronter aux concepteurs, aux collègues qu'on construit, aux artisans et aux commerçants d'équipements aussi, et après d'en faire la synthèse de tout ça, quoi. Mais c'est pas des bricoles, donc faut prendre le temps de la réflexion. Et en faire des bâtiments correspondant au bien-être, on sait faire. Voilà. Et dans tous les cas, on va suivre l'opinion publique.
Si demain on nous demande de sortir tous les vaches tout le temps dehors, ben, on sera peut-être obligé de le faire. J'espère que ce ne sera pas le cas. Hein. Sinon on fera en sorte de tenir au mieux le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur, quoi. Peut-être pour faire la synthèse, dire aussi qu'en élevage bovin, il n'y a que 7% des vaches qui ne vont pas au pâturage. Donc on est quand même, reprendre ce que disait Monsieur Charlery, je pense qu'on est déjà bien, c'est le faire savoir. Peut-être pas enfermer dans des systèmes qui vont plus être compatibles avec les attentes de demain ou ce que demandera la coopérative pour aller chercher une valeur ajoutée sur un cahier des charges ou quelque chose comme ça. Et puis dire que aussi il y a des choses le sujet il est en train de il est pas mal emparé par les organisations. L'Institut de l'élevage travaille dessus, le CNIEL va lancer son cahier des charges au 1er janvier 2020 avec ses 16 indicateurs. Et pour rejoindre le terme qui est un petit peu à la mode, c'est le one welfare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des bien-être séparés, mais il n'y a qu'un seul bien-être. Et on a parlé bien-être éleveur, bien-être animal, mais il y a aussi l'attente sociétale, elle n'est pas que là, elle est aussi sur le végétal. Et le one welfare va regrouper aussi le végétal, donc le pâturage, le fourrage, tout ça. Et ben, un grand merci à tous d'être venus à cette table ronde, de ne pas vous être sauvés en plus. Et puis merci donc à la France Agricole d'avoir organisé, et puis à notre sponsor Eternit qui nous a soutenus dans l'organisation. Voilà, merci à vous. Merci à vous.